Bonjour les amis, j'ai participé récemment au 5e Forum international sur la gestion des urgences de santé publique liées au climat qui s'est tenu à l'hôtel Hilton ici au Cameroun. Et je voudrais partager avec vous dans cette vidéo le discours introductif du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, qui a fait un discours très intéressant que je vous invite à regarder dans cette vidéo. Nous allons faire plusieurs vidéos dans lesquelles je vais vous partager mon retour par rapport à ce forum international qui était focalisé essentiellement sur la, les problématiques liées au climat, à l'environnement, au changement climatique. Donc, je vous invite donc à regarder cette vidéo, à partager, à liker, ok, pour aider au référencement de la vidéo. Et nous, on se retrouvera par la suite pour faire le débrief. Actions in the service of public health. Sub-Saharan Africa has indeed been facing an increased frequency of health emergencies for several years. Our continent has experienced numerous deadly epidemics and health crises linked to conflict and natural disasters. Les chiffres disponibles à date nous renseignent que plus de la moitié des événements de santé publique recensés en Afrique au cours des 2 dernières décennies sont liés à des facteurs climatiques. En 2021, entre 2001 et 2021, sur 2121 urgences sanitaires enregistrées dans la région africaine de l'OMS, 56% étaient dus au climat. Cette tendance semble s'accélérer, d'autant plus que la dernière analyse disponible indique une augmentation de 25% d'événements sanitaires d'origine climatique dans la décennie 2011-2021 par rapport à la précédente. Plus récemment encore, Africa CDC, l'agence de santé publique de l'Union africaine, a tiré la sonnette d'alarme en révélant que le nombre de flambées épidémiques en Afrique est passé de 153 sur la période 2022-2023 à 242 en 2024. Cette escalade sans précédent des urgences sanitaires sur notre continent fait craindre, si nous n'agissons pas vite et ensemble, l'émergence d'une nouvelle pandémie en Afrique. Derrière ces statistiques que nous venons de donner, ce sont évidemment des vies humaines et des communautés entières qui sont impactées. À chaque alerte sanitaire, nous mesurons la fragilité de nos systèmes et l'ampleur des dégâts potentiels. Nous avons donc en mémoire les tragédies causées par certaines épidémies, mais aussi la charge que représentent ces crises, plus silencieuses d'ailleurs, comme la malnutrition et les pénuries de soins lors des catastrophes. L'Afrique subsaharienne en particulier cumule des facteurs de vulnérabilité en termes de densité de population élevée dans certaines zones, des structures sanitaires parfois insuffisantes, de zones enclavées difficiles d'accès, sans oublier les défis socio-économiques qui aggravent la résilience des populations. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, il ne vous a certainement pas échappé la corrélation entre urgence sanitaire, changement climatique et multiplicateur de menaces sur la santé publique. L'Afrique, continent le plus vulnérable au dérèglement du climat, subit en ce moment de plein fouet des phénomènes météorologiques extrêmes qui mettent en péril des millions de vies.
sécheresse prolongée, inondations dévastatrices, tempêtes violentes et autres aléas climatiques n'épargnent plus aucune région. Faut-il le rappeler, bien que l'Afrique ne soit responsable que d'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle en paye, comme nous le voyons, le prix fort. Les épisodes de sécheresse, les pluies imprévisibles, perturbations et gravement les moyens de subsistance de nos communautés agricoles entraînent donc de faibles récoltes et de fois la perte de nos bétails. Et en raison donc de ce changement, l'insécurité alimentaire a atteint des proportions inquiétantes. En 2023, on estimait déjà que 67,7 millions de personnes en Afrique de l'Est souffraient de la faim et 47,2 millions en Afrique de l'Ouest et centrale observaient une période de soudure. Les conséquences en cascade sur la santé publique sont bien visibles. La malnutrition rend nos enfants et nos populations plus vulnérables aux maladies. Les maladies hydriques explosent lorsque les inondations contaminent les sources d'eau, j'allais dire les peu de sources d'eau que nous avons. Et l'OMS nous apprend que les maladies d'origine hydrique ont représenté 40% des urgences sanitaires liées au climat dans notre région au cours des 20 dernières années. Parallèlement, les maladies à transmission vectorielle gagnent du terrain en raison de la prolifération de moustiques dans les zones les plus chaudes ou humides, toute chose qui étend la transmission du paludisme, de la dengue ou de la fièvre jaune. Ces maladies vectorielles ont compté pour 28% des urgences sanitaires climatiques sur notre continent. Si la température mondiale venait à dépasser les 2 degrés Celsius, les niveaux pré-industriels, des dizaines de millions de personnes supplémentaires en Afrique seraient exposées à ces maladies à transmission vectorielle d'ici la moitié du siècle. Il s'agit là, comme vous pouvez le voir, d'un sombre scénario que nous devons absolument éviter. Face à ces constats, je tiens à rappeler que la crise climatique et la crise sanitaire convergent dangereusement, malheureusement. L'urgence climatique est aussi une urgence de santé publique. Chaque inondation, chaque cyclone qui frappe nos pays est susceptible d'entraîner son cortège de maladies et de souffrances. Nous devons donc intégrer la variable climatique dans toutes nos stratégies de santé. Ce plan devra en tenir compte dans ses conclusions. Renforcer la résilience climatique de nos systèmes de santé n'est plus une option, mais c'est devenu un impératif catégorique pour l'Afrique des autres. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, face à l'augmentation et la complexification des urgences sanitaires exacerbées par le climat, entre autres facteurs, il est évident que nos systèmes de santé doivent évoluer en profondeur. Il nous faut des systèmes de santé résilients, capables d'absorber les chocs, de continuer à fonctionner en temps de crise et de s'adapter rapidement à des menaces nouvelles ou inattendues. Cela suppose que nous devons anticiper les risques en identifiant en amont les vulnérabilités de nos structures sanitaires, les zones géographiques les plus exposées, les populations les plus fragiles, afin de pouvoir prendre
des mesures préventives afin d'anticiper. La résilience, c'est aussi former et équiper nos personnels de santé, véritables soldats en première ligne lors des urgences de santé publique. Ils doivent être bien formés au protocole de gestion des épidémies, entraînés à la prise en charge rapide des victimes de catastrophes et correctement protégés. Je mets un accent sur correctement protégés pour ne pas être même des victimes. Nous devons investir dans la formation continue, les exercices de simulation et l'amélioration des conditions de travail de ces héros au quotidien. Un système de santé n'est aussi fort que par la force de celles et ceux qui le portent, et nous le savons tous. Par ailleurs, renforcer nos systèmes signifie intégrer l'approche One Health, une seule santé, de manière systématique. Les trois dimensions, santé humaine, santé animale et santé environnementale, sont interdépendantes. Les épidémies d'origine zoonotique nous le rappellent suffisamment. La lutte contre une maladie comme la fièvre de Lassa ou la grippe aviaire, la prévention de maladies émergentes, passe par une collaboration étroite entre vétérinaires, biologistes, écologistes et soignants. Au Cameroun, nous avons fait nôtre cette approche intégrée et le Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique que nous avons mis en place fédère ainsi plusieurs secteurs pour la veille et la riposte aux épidémies. Je voudrais donc mettre une emphase sur la multisectoralité et la transversalité des actions à entreprendre en cas d'urgence. Les initiatives nationales requièrent une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes. Mobiliser les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Eau et bien sûr le ministère de la Santé publique, de concert avec les collectivités locales et la société civile, est indispensable pour prévenir efficacement les urgences de santé publique. Enfin, un système de santé résilient doit être ancré au plus près des communautés. La santé communautaire est donc un maillon essentiel, car en cas de crise, ce sont souvent les communautés locales qui réagissent les premiers. Nous devons donc impliquer les leaders communautaires, les ONG locales, les volontaires, afin de créer un véritable réseau de sentinelles et de répondants partout sur le territoire. Une population bien formée, bien informée, préparée aux bons réflexes en situation d'urgence, c'est-à-dire que faire en cas d'épidémie de choléra, comment évacuer en cas d'alerte inondation, etc., est une population plus résiliente. Et vous aurez compris que la résilience est donc l'affaire de tout le monde, de toutes les couches, de toutes les populations. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, s'il est une leçon que nous avons apprise, et parfois durement, c'est que les urgences sanitaires ne tiennent pas compte des frontières administratives que nous avons posées. Un virus, vous le savez tous, ne présente aucun passeport lorsqu'il voyage d'un pays à l'autre. Une catastrophe naturelle peut frapper simultanément plusieurs nations voisines. Et je pense, mon frère, le ministre d'État nigérian vient de le dire tout à l'heure, s'agissant de la Russie et d'autres. Et dès lors, la coopération régionale et internationale s'impose comme la seule voie pour apporter des réponses efficaces et coordonnées à ces situations.
Cette coopération qui a déjà fait des preuves dans notre contexte africain doit non seulement se poursuivre, mais s'intensifier et se structurer davantage pour plus de résultats. Il est encourageant de noter qu'Africa CDC a lancé un ambitieux programme quinquennal visant à renforcer la coordination de la gestion des épidémies et autres urgences sanitaires dans plus de 90% des pays africains. En d'autres termes, l'objectif est que chaque pays du continent dispose d'un plan national de riposte aligné sur un cadre régional commun, afin que nos actions soient complémentaires et synchronisées. Cela passe par le partage des ressources en cas de crise, notamment celles informationnelles et le cas échéant, pourquoi pas d'ailleurs les ressources humaines, parce que nous avons expérimenté ces cas. La coopération internationale au-delà du continent est tout aussi vitale. Les partenaires techniques et financiers ont un rôle irremplaçable de soutien à jouer. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour remercier nos partenaires pour l'appui multiforme qu'ils apportent au Cameroun et aux pays africains en général, aussi bien en termes de matériel, de transfert de technologie, de renforcement de capacités que de financement innovant. Cette solidarité internationale a permis des avancées notables. Toutefois, nous sommes conscients que les ressources mondiales sont en ce moment sous pression et que chaque pays doit aussi faire sa part en investissant davantage dans sa propre sécurité sanitaire. J'en appelle donc à une responsabilité partagée, que les pays donateurs maintiennent et si possible accroissent leur aide à la préparation et à la riposte aux urgences en Afrique, et que parallèlement nos gouvernements nationaux augmentent la part de leur budget alloué à la santé, et notamment à la santé publique et à la prévention. Évidemment, le secteur privé, je le dis très souvent, a un rôle prépondérant à jouer dans cette mobilisation des ressources domestiques pour le financement de la santé. Permettez-moi donc de souligner que la coopération ne doit pas se limiter au gouvernement et aux institutions. Elle passe également par le partage des connaissances scientifiques et des leçons apprises. Un forum comme celui qui nous réunit aujourd'hui est précisément l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques, sur ce qui a fonctionné ou non dans la gestion de telle ou telle autre urgence. Et la chance, c'est que nous sortons de l'urgence de la COVID-19. Donc, nous devons partager nos meilleures expériences, nos meilleures pratiques sur la question. La recherche et l'innovation doivent être encouragées à l'échelle régionale dans nos universités. Nos centres de recherche qui se doivent de collaborer entre eux, ainsi qu'avec les institutions du Nord pour développer des solutions adaptées à nos réalités locales. Sur ce point, la diplomatie sanitaire doit enfin être renforcée. Il faut développer l'art de collaborer, l'art de négocier entre nations pour la santé. L'interdépendance entre nos États. Car la santé, plus que jamais, est un bien public. Pas local, pas national, mais mondial. Excellences, seigneurs invités, mesdames, messieurs, au moment où je m'en vais donc clore mon propos, je voudrais porter un message qui se veut à la fois un message solennel, mais un message plein d'espoir. Solennel, car nous mesurons la gravité des enjeux. Il en va de la vie de millions, que dis-je, des milliards de personnes et de l'avenir sanitaire de notre continent, l'Afrique.
mais plein d'espoir aussi, car jamais nous n'avons été autant outillés pour relever ces défis-là. Nous disposons aujourd'hui du savoir, de l'expérience des crises passées, des technologies nouvelles et surtout d'une volonté collective sans faille pour agir. Je lance donc un appel vibrant à l'action collective. Que ce forum ne soit pas un lien au colloque dont les résolutions resteront lettres mortes. Faisons-en donc au contraire un tournant décisif de notre histoire, de l'histoire de nos urgences de santé publique. J'invite chaque délégation ici présente, chaque responsable, chaque partenaire à prendre des engagements concrets avant la clôture de nos travaux. Des engagements qui pourront être suivis des faits et évalués, peu importe la nature de l'engagement, pourvu qu'il soit pragmatique, que cet engagement soit mesurable et orienté vers l'action. Oui, vers l'action. Il faut agir pour les urgences de santé publique, il faut agir pour nos pays, il faut agir pour le continent africain. Le Cameroun, pour sa part, entend assurer un suivi rigoureux des recommandations qui sortiront de ce forum. Le ministère de la Santé publique, comme vous le savez, travaillera d'arrache-pied en collaboration avec les autres ministères et nos partenaires pour traduire en action les propositions formulées ici. Je me ferai singulièrement le devoir de rapporter fidèlement à la plus haute autorité de notre pays, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, les conclusions de nos échanges, conscient de son soutien indéfectible et de sa vision éclairée en matière de santé publique. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, attache, comme vous le savez, une importance capitale à la protection de nos populations et n'a eu de cesse, depuis le début de son magistère, de promouvoir des initiatives en faveur d'un Cameroun en bonne santé, un Cameroun fort, un Cameroun résilient. Mesdames, Messieurs, l'histoire nous observe désormais. Les générations futures nous demanderont ce que nous aurons fait en 2025 pour préparer un monde plus sûr face aux épidémies et aux catastrophes. Nous n'avons pas le droit de les décevoir, et vous le savez tous. Nous n'avons pas le droit à l'inaction. Ensemble, donc, main dans la main, pays africains, pays amis, institutions internationales, communautés locales, nous devons vaincre les menaces qui pèsent sur la santé de nos populations, de nos frères et sœurs, sur notre santé. Ensemble, nous bâtirons un avenir où, lorsqu'une urgence de santé survient, elle est immédiatement jugulée. Aucune épidémie ne se transformera plus en un drame humain parce que nous aurons su investir à temps, parce que nous serons ensemble, nous aurons coopéré efficacement et nous agirons avec compassion et professionnalisme. Nous avons les possibilités de le faire et nous sommes outillés pour le faire. Nous devons donc le faire. Que Dieu protège le Cameroun et puisse-t-il bénir. Non, Africains, je vous remercie.